Salut, bienvenue sur Le Feedback, le podcast dédié aux étudiants de la filière DCG, DSCG. Et aujourd'hui, un format ultra spécial parce que c'est pas un invité, pas deux invités, mais 5 invités en même temps. Donc je vous dis, il fait chaud, on est serré. Et un format différent parce qu'on est en mode battle aujourd'hui. Et oui, on va avoir une confrontation d'étudiants de DCG, tous en 3e année, mais qui ont fait des choix différents. Et aujourd'hui, on va sortir les ardoises. Format différent. Allez, on vous surprend. C'est parti avec les invités. 5 invités incroyables sur ce plateau. Merci à tous et à toutes d'être là. C'est trop cool. Merci à vous. Merci à vous, madame. Alors, aujourd'hui, il va falloir qu'on commence tranquille, petite introduction avec donc les invités. On va défiler avec une petite présentation donc de chacun. Voilà, Enzo. Donc moi je m'appelle Enzo Melotto, je suis en 3e année. J'ai fait 2 ans en initiale et puis pour ma 3e année, je me suis penché vers l'alternance. Moi je m'appelle Chavly Sambert, je suis en DCG 3 et je suis en alternance depuis la 1re année. Donc moi je m'appelle Amandine Neveu, j'ai exactement le même parcours que Enzo, donc j'ai fait 2 ans en initiale et 1 an en alternance. Bonjour, je m'appelle Elodie, j'ai fait les 3 années en initiale. Moi c'est Isaac Fiadeno et comme Chavly, je suis en alternance depuis la 1re année de DCG. En tout cas, encore merci à vous 5 d'être venus sur le plateau du feedback. Et on va commencer donc avec des questions, et donc une question à chaque fois. Vous écrivez vos réponses, on montre les réponses à la caméra, et on débriefe sur chacune de vos réponses. Première question, attention, question parcours. Quel mot décrit le mieux votre parcours en DCG? Un seul mot sur l'ardoise, attention. Et on ne copie pas sur son voisin. Prêt? Allez, on retourne. Vers la caméra. Extraordinaire, laborieux, complet, temps, persévérance. C'est parti. Je vais demander à chacun d'entre vous d'expliquer donc son choix de mots. On commence avec Enzo. C'est parti. Alors, moi j'ai mis extraordinaire parce que vraiment le DCG et le parcours que j'ai eu en faisant de l'initiale et de l'alternance, ça m'a apporté plein d'expériences enrichissantes et ouais, c'était un parcours extraordinaire. Ok, Chavly, à toi. J'ai choisi le laborieux parce que ça demande tout simplement beaucoup de travail et que voilà. À toi. Moi du coup j'ai mis complet parce que au vu du changement en fait du passage de l'initiale à l'alternance, voilà tout simplement. Donc le tout te paraît complet avec les matières. Ok. Et j'ai choisi le mot temps parce que le DCG nécessite une gestion du temps et en initiale c'est vrai que on l'a ce temps, donc il faut savoir l'utiliser. Très bien. Isaac. Moi, j'ai choisi persévérance parce que ça demande de l'effort et de la persévérance d'aller d'année en année, passer différentes matières, essayer toujours de gratter des points sur les matières qui sont données, faciles à avoir et tenir sur les matières un peu plus compliquées comme les matières de droit. Et voilà, c'est vraiment un diplôme qui est complet, donc c'est un diplôme qui nécessite de la persévérance pour être à l'aise sur toutes les matières. Très bien, parfait, j'adore. Question numéro 2, prêt? Attention à vos stylos. On va donc débriefer maintenant et se poser la question, combien d'heures de travail personnel faites-vous en moyenne par semaine? Ça réfléchit, compliqué. Heures de travail perso en moyenne par semaine. Alors, on sent que ça calcule. À peu près. C'est du à peu près. Ça réfléchit. Ça efface, ça réécrit. Attention, on ne ment pas sur le plateau du feedback. C'est parti. On retourne
Ok, waouh! Eh bien, on va commencer par celle qui gagne pour heures de travail, 26 heures. Amandine, Oui. raconte-nous. Moi, je dois beaucoup écrire, pratiquer pour que ça rentre. Donc, en moyenne, par semaine, après le travail, je reste 2 heures au cabinet pour travailler. Et le week-end, j'arrive parfois à être à 8 heures quand il y a partiel ou quand il y a les examens, donc comme là qui approche. Voilà, approximativement. Ok, donc en fait, tu es quelqu'un d'hyper sérieux, d'hyper régulier. Il faut, pour que la machine soit lancée, entre guillemets, il faut que je me lance. Il faut pas que je m'arrête parce que sinon après je décroche un peu. Ok, Mm. t'arrives donc tous les jours, jour de cab, donc jour d'alternance. Après donc le boulot d'alternant, donc pour le cabinet, 2 heures, Mm. et tu bosses tes cours. Oui. Et donc tu sais comment cette discipline est venue naturellement? Je pense que, ouais, naturellement. Je pense que ça vient aussi de mes parents, un peu. Mais oui, je me force un peu quand même. C'est pas une partie de plaisir non plus, mais c'est pour le faire. Et puis, c'est un sentiment de satisfaction à la fin, donc c'est bien. Ah, super positif, satisfaction, Ouais. très bien. Charlie, à toi. J'ai mis entre 5 et 15 heures parce que ça dépend des semaines, ça dépend de comment est-ce que je me sens. Et je travaille beaucoup plus le samedi. Le samedi, je peux travailler par exemple 6 heures par jour. Donc dans la semaine, il y a des jours où je travaille pas, je vais pas mentir. Mais ouais, entre 5 et 15 heures. Ok. Enzo? Alors moi, j'ai mis une moyenne de 13 heures, mais c'est super variable, comme le dit Xavi. Parce que quand on est en cabinet, il y a par exemple, pour les jours où on doit faire les déclarations TVA, bah, on peut terminer un peu plus tard. Et donc, on bosse un peu moins le soir, forcément. Mais moi, je suis un peu comme Amandine, je bosse énormément. Alors, tous les matins, je bosse environ 1 heure et demie ou 2 heures avant d'aller au cabinet. Et après, le week-end, c'est super variable aussi, suivant si on est proche des examens ou pas, si j'ai pris beaucoup de retard ou pas, ou si je suis bien. Bah, je bosse en fonction. Mais je suis comme Amandine, moi j'ai besoin d'écrire, beaucoup d'écrire pour retenir les cours, surtout pour les matières de droit. Donc ça peut très vite monter dans la semaine, les heures, je pense. Ok. On passe avec toi, Elodie. Alors moi, j'ai mis 4 heures en moyenne par semaine parce que je porte plutôt mon attention lors des cours. Ce qui fait que la semaine, c'est plus rapide. Par contre, le week-end, ça m'arrive de travailler tous les jours, voilà, intensément. Ok. Et toi, Isaac? Alors moi, j'ai mis entre 8 et 10 heures parce que étant en alternance depuis la première année, je travaille pas beaucoup les jours d'entreprise, donc les 3 jours par semaine où je suis en entreprise, je les ai pas comptés parce que c'est des heures où je vais plutôt lire le cours, mais elles sont pas forcément efficaces, je retiens pas forcément, donc c'est vraiment histoire de garder le rythme. Je travaille beaucoup plus le lundi, mardi, on va dire 2 heures après les cours, et sinon c'est le week-end, principalement le dimanche après-midi. Ok, très clair, très bien. En tout cas, vous avez donc des rythmes différents, des choix différents. C'est intéressant. Moi, je pense que ça va aider des personnes qui justement se posent la question de l'ampleur du travail à fournir. Et là, en tout cas, ils ont un panel de réponses hyper différents. C'est très intéressant. Ok, super. On va passer à organisation et rythme. Alors, c'est parti. Question numéro 3. Avez-vous déjà rendu un devoir en retard? On a peut-être oublié de faire des exercices. Alors, les exos, les devoirs en retard. En retard. Ou peut-être pas du tout rendu. Je garde pour moi. C'est parti? Allez, on y va. Ah, 2 non, 3 oui. Ok, alors c'est parti, on va traiter les oui. Le plus drôle. C'est parti avec Isaac. Isaac, raconte-nous pourquoi t'as rendu et quel devoir t'as rendu en retard. Combien d'ailleurs t'en as rendu en retard? Alors nous, c'est vrai qu'en alternance, on n'a pas forcément des devoirs à rendre, mais je pense surtout aux exercices de fiscalité l'année dernière, où fallait les faire pour le cours et que c'est vrai que je les faisais pas tout le temps.
En tout cas, pas tout le temps quand le professeur le demandait. Et aussi au QCM de cette année, en contrôle de gestion, on a plusieurs fois demandé au professeur de décaler un peu la date limite pour les rendre un peu en retard. Donc, Ok, ça marche. Alors, ensuite, qui avait dit oui? Moi. Alors, Chavli, pourquoi? Lesquels? Alors, il n'y a qu'un contrôle de gestion que j'ai déjà rendu en devoir en retard. Parce que tous les dimanches, on doit faire un QCM et envoyer la réponse. Et c'est arrivé qu'une seule fois. justifié. Bon, je dois justifier. C'est arrivé qu'une seule fois et c'était il y a un mois à peu près. Et c'était la seule fois. Voilà. Ok. Bon, allez, efface si c'est fait. Enzo, toi, t'as pas rendu ou rendu en retard? Si j'ai rendu en retard une seule fois, comme je savais. Après, ça dépend si on compte les exos ou pas non fait. Mais bah c'est pareil, j'avais pris quelques jours de congé en début d'année et j'avais complètement oublié parce que T'avais déconnecté. ouais, j'avais déconnecté et j'avais oublié une fois de rendre le QCM. C'est pour ça. Mais sinon, après au niveau des exercices de contrôle de gestion, là par exemple pour avec l'approche des examens, elle nous a donné un tas d'exercices à faire pour s'entraîner. Et c'est vrai que en alternance, on n'a pas forcément le temps de tout faire. Mais après, on trouve le temps après, disons. Enfin, même si je les fais pas à la date qu'elle nous demande, j'arrive à les faire un peu plus tard et j'arrive à rattraper le retard, quoi. Alors, les filles, vous n'avez jamais rien rendu en Wow. retard. Non. Bravo. Comment faites-vous pour ne rien rendre en retard? Parce qu'il y a quand même du boulot en DCG. Donc c'est facile de se dire, allez, je lâche, tant pis c'est celui-là, je le rends pas. Ben, déjà, je dirais noter dans le calendrier sur le téléphone dès qu'il y a un exercice à rendre ou par exemple un QCM. C'est ce que j'ai fait. Je regardais chaque jour, voilà, pour être sûr de ne pas oublier. Donc ton planning, il est alimenté, il est à jour et tu le checkes tous les jours? Peut-être pas tous les jours, mais régulièrement. Ok. Et toi, Amandine? Alors moi, je suis un peu comme Elodie. En période hors examen et hors partiel, je mets sur mon téléphone. Mais après, pendant les partiels ou examens, enfin, quand je sais que voilà, le timing est un peu réduit, je note sur une feuille et, par jour et je fais. Voilà. Ok. Donc c'est de la discipline. Oui. Bravo pour les tips, en tout cas donnés pour ceux qui écouteront et chercheront à savoir comment ne rien rendre en retard. Du coup, ça m'amène à parler, est-ce qu'il y a eu des moments, justement, où vous avez eu il y a des périodes, donc, où il y a davantage de stress, qui expliquerait justement qu'on se dit, ah, peut-être que je vais le rendre en retard, ou pas, ou je décide, bah non, vas-y, je peux plus. Là, je peux plus. Est-ce que ça arrive? Oui. Quand est-ce que ça arrive? Moi, je trouve que la période où justement on a ce côté de stress, c'est vers janvier-février, parce qu'on a fait une grande partie du programme. On arrive à la fin parce que souvent les programmes, on les termine vers mars, donc il reste plus grand-chose. Et c'est là où on a accumulé pas mal de retard souvent. Donc on a la pression de se dire est-ce que je vais réussir à rattraper ce retard, est-ce que je vais réussir à être à jour le jour des examens. Donc c'est un peu la période un peu compliquée. Je suis hyper d'accord avec Enzo parce que moi c'est en décembre, je profite des vacances pour vraiment rattraper le retard que j'ai pu accumuler. Et donc j'estime qu'en janvier, quand je reviens en cours, je dois avoir bien appris et je dois être ok sur mes connaissances au niveau des cours. Et quand les partiels arrivent et que on voit qu'il y a encore des choses qui sont pas encore acquises, c'est vrai que ça met un peu en difficulté. Donc Ça va pareil. un coup au moral. Ouais, voilà, c'est ça. Et toi, Elodie? Je dirais avant les partiels. Ouais. Il y a plus de stress. Ok. Et vous, les filles? Je dirais une semaine avant les partiels et un mois avant les examens en mai. C'est à ces moments-là que je suis la plus stressée. Donc là, en ce moment, t'es... Stressée. Tous. Et toi, Amandine? Pareil, en ce moment, c'est le stress. Alors, du coup, on va y aller comme ça. Comment, avant de continuer sur les petites ardoises, comment vous gérez votre stress? Puisque là, vous êtes stressé. Oui. De l'extérieur, ça se voit pas. Mhm. Comment, donc, du coup, vous gérez? Amandine, comment toi, tu gères le stress? Alors, bonne question. Franchement, je le gère pas trop. Mais
j'essaye de m'organiser au mieux en fait. C'est vraiment dans ma tête que ce soit très clair pour que j'atteigne le but de réussir, mais j'ai pas vraiment de manière de gérer le stress. Toi, c'est l'organisation. Ouais. Être organisé, et comme ça, tu penses que tout est bien dans des cases, Oui. bien rangé. Donc, normalement, ça te permet, en tout cas, d'appréhender ce stress. Mentalement, je me dis que j'ai fait de mon mieux pour arriver à ce but. Ok, Après, je sais pas si ça sera le cas, mais au moins, j'aurai la volonté de... Voilà. très bien. Chavli? Je le gère très mal aussi. Mais j'essaye de faire du sport, de varier les activités que je fais pour après plus me concentrer sur les exercices que je dois faire, me mettre à jour sur les chapitres, etc. Ce qui veut dire que là, par exemple, on n'est pas très loin des examens. Tu continues à faire du sport. Ok, tu en fais combien d'heures par semaine? Je dirais 6 heures à peu près. Ok, pas mal. Enfin, ça me paraît pas mal. Ok, et donc ça te permet de maintenir un équilibre en fait. Oui. Comme je fais un peu de cardio. Normalement, le cardio, ça m'aide à me vider la tête un peu. Je cours, donc voilà, ça réduit le stress, entre guillemets, pour moi. Ok. Moi aussi, je fais comme Chavli, un peu de sport. Ça fait du bien. Ok, donc ça c'est un conseil qu'on peut donner. Mm. C'est-à-dire que malgré le stress, on continue à avoir une activité. Mm. C'est ça. Intégrer, c'est ouais, important. 3 jours de séances de sport par semaine, c'est bien. 3 séances Ouais. par semaine. C'est suffisant. Enfin, je sais qu'Isaac aussi fait beaucoup de sport. Mais ouais, ça permet de calmer le jeu. Ouais. Ok, très bien. Bah, du coup, Isaac, vas-y, parle-nous. En soi, je suis d'accord avec mes camarades et je pense même que c'est plus que le sport. Je pense qu'il faut vraiment trouver une activité qui nous permet de nous dépenser parce que le DCG, on dépense beaucoup d'énergie dedans et des fois investir son énergie dans autre chose, et ben ça fait du bien. Moi, c'est le sport aussi, mais je pense que le stress il se gère à 3 niveaux: corps, âme et esprit. Donc moi, c'est le sport au niveau corps. Esprit, c'est plus tout ce qui est religieux, alors pour ma part. Et mon âme, c'est plus la musique, quelque chose qui va vraiment m'apaiser. Donc la musique, ça peut être un style de musique que j'aime bien, ou aussi faire de la musique, voilà. C'est toutes ces choses-là qui permettent de s'éloigner un peu du DCG, du stress, en fait, parce que c'est ce qui est la source de notre stress. Et voilà, ça permet de revenir un peu plus calme et posé, remettre les idées en place dans notre tête, voilà. J'adore. Et toi, Elodie? Moi, c'est plutôt des activités. Ça peut être du sport aussi, mais voir des amis, faire du piano aussi. Et il faut se vider la tête. Comme ça, lorsqu'on travaille, on est à fond dedans, on se fixe des objectifs et c'est super important de se vider la tête, voilà, pour être focus dans les révisions. Excellent. Et toi, Enzo? Alors moi, quand je suis stressé, c'est souvent que j'ai pas assez bossé. Donc après, je bosse et arrivé à la fin de la journée, je suis beaucoup moins stressé. Et au niveau des examens, moi, j'arrive plutôt détendu. Enfin, si j'ai bossé en amont, mais normalement, non, je suis pas très très stressé. moi. Il y a des gens pas stressés. Bon, 1 sur 5. Hein. Enzo, il est stressé. Et si je devais donner un... Non, mais ça, en fait, de me dire que les choses sont acquises, une fois que j'ai travaillé, ça va me déstresser parce que je me dis, je Ouais. connais Mm. ma matière, je sais sur quoi je vais être interrogé, etc. Donc, ça m'apaise. Et si je devais rajouter un truc par rapport à Elodie, c'est le fait qu'il faut pas s'enfermer dans un travail constant et répété X fois par semaine, parce que au bout d'un moment, notre cerveau, il oublie tout. Le lendemain, on peut faire 8 heures et le lendemain ne plus rien Savoir. retenir. Ouais. Donc, je suis d'accord avec Elodie sur le fait qu'il faut savoir allier le travail et l'amusement à côté. Il faut trouver l'équilibre. Ouais. Ouais, faut pas oublier de sortir de cette sphère du travail. Quand même, ça fait du bien. C'est dur à trouver l'équilibre, mais comme dit Chavli, mais ça se fait. Ça se fait. Ça se fait. Ouais. Super. Excellent, j'adore. Ok. Alors, on est reparti sur encore notre organisation et rythme. Combien d'heures de cours avez-vous par semaine? Se mettre à la même chose, c'est Voilà. Ça veut dire qu'il y en a qui auront séché les cours. Ça veut dire aussi, il y en a, ils décrochent à partir de... Je commence à...
Après, oui, non, c'est les cours par semaine. Donc, peut-être qu'il y a des cours particuliers pour certains. Je sais pas. Oui. Ah, c'est ça. C'est bon. Ah, Je oui. crois que c'est ça. Ouais. Ouais. Si, voilà. On a la même chose et moi, c'est vrai. Ouais, elle a vu des trucs nuls, là. Elle a le droit, elle a le droit. C'est parti? Elle On a vu c'est ça. sûr, elle a la même chose. Allez, c'est parti. Ok, c'est bon. On était bon comptable, c'est bon. On était bon comptable. Le compte est bon, le compte est bon. Ok. Alors, vous nous expliquez qui commence pour expliquer les 14 heures. Du coup, là, on voit la grande différence entre les 14 heures et les 28 heures. Donc, l'explication, c'est... Ah, ok. Alors moi, je vais prendre la parole du coup pour les élèves en alternance. Donc mes camarades Enzo, Chavli et Amandine. On a 14 heures de cours, donc on est tous les 4 dans la même classe en LM. Donc c'est lundi, mardi. On commence à 9 heures et on finit à 17h, 17h30, ça peut varier. Mais voilà, en gros, c'est 14 heures. Il y a que Chavli qui a pris en compte les 30 minutes là. Alors Enzo, peut-être qu'on n'est pas concentré sur les 30 minutes. Il y a peut-être quelque chose là. Il y a un truc à creuser. Et toi, Elodie, 28 heures. Moi, ce qui explique les 28 heures, c'est le parcours en initial. C'est principalement des journées de 8 heures de cours par bloc de 4 heures. Et tous les jours, tous les jours 8 heures, mais il y a quand même des demi-journées libérées. Ça fait beaucoup dans la semaine. Oui, c'est lourd. Mais toi, tu as toutes les vacances scolaires? Avec des semaines de partiel quand même. Une semaine de partiel et une semaine de vacances. Ok. Alors que vous, King 4, On les Ah non, non, on n'a pas On n'a de pas de... de vacances. il n'y a plus de vacances. Non. On est comme des salariés. On a 5 semaines de congés payés. On peut pas poser en période de cours, non. Ouais. Ouais. Oui, Normalement. 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 Mhm. On pense à personne là. Pas à nous en tout cas. Non, non. Ça va que ça Pas à nous en tout cas. Nous sommes des élèves sérieux. Bah oui. Ouais, moi je pense à quelqu'un en ce moment. Je pense à quelqu'un. Alors, du coup, comment vous avez 14 heures donc, de cours par semaine en alternance. Comment ça se fait? Donc, toujours avec le même prof sur la journée ou avec des profs différents, des cours différents? Ça dépend. Au début de l'année, on avait contrôle de gestion 8 heures par semaine tous les mardis, mais parfois ça change. On a management le matin et non, l'après-midi et contrôle de G le matin et normalement ça varie. Ouais. Est-ce que vous préférez quand c'est varié, quand on alterne 2 UE différentes, ou ça vous dérange pas trop de faire la même UE sur la journée? Lorsque c'est varié, c'est mieux puisqu'on se concentre mieux parce que quand on a des périodes de 8 heures par semaine, au bout de 3h30, 4 heures, on décroche, donc l'après-midi, on ne suit pas trop. Donc, quand c'est varié, c'est beaucoup plus mieux. Ok. Il y a surtout des matières qui sont très prenantes mentalement parlant. Je pense au contrôle de gestion. Oui. Quand on voit des chapitres pour la première fois, faut arriver à comprendre la logique. Et c'est très prenant mentalement parlant. Donc, quand on a toute une journée de contrôle de gestion, à la fin, on est lessivé, quoi. Cerveau cramé. C'est ça. Exactement. Oui. Comment, Elodie, toi, tu fais pour gérer 8 heures de cours par jour? L'habitude. Enfin, ça fait 3 ans que je le fais. Donc, bon, c'est vrai qu'on a besoin de se lever, d'aller marcher un petit peu. Mais pendant les blocs de 4 heures, on a une pause au milieu, au bout de 2 heures. Et puis, il faut rester concentré, mais c'est une habitude à prendre. Ok, donc toi, tu dis qu'en fait, il faut pas avoir peur de ces 4 heures. Ouais. À une habitude, il y a la pause. Et donc, tu rappelles donc, de sortir, de marcher, Prendre l'air. prendre l'air. Au début, c'est dur les 4 heures, mais on prend vite le rythme. Ok. Et donc, aujourd'hui, ça va. Très bien. Est-ce que, donc là, c'est ta 3e année d'alternance, est-ce que tu es arrivé à trouver ce rythme et à gérer ces 4 heures dès ta première année, où il a fallu attendre? Il a fallu quelques mois en première année. Ouais. Mais ça, première année. Ok. Rien à rajouter sur le nombre d'heures, ni les Non. 30 minutes supplémentaires. Je Non. crois que ça ne fait aucun crédit. Je retiens. Alors, parlons maintenant fatigue. Quel est votre niveau de fatigue cette année
sur une échelle de 1 à 10, 10 étant votre niveau de fatigue le plus élevé. Un peu de fatigue. En moyenne, Tu réponds comme tu veux et tu nous expliqueras pourquoi tu as mis ce niveau de fatigue-là. C'est parti sur niveau de fatigue entre 1 et 10. Allez hop, révélation. 7, 6, 6, 7, 6. Ok, j'ai l'impression d'être à l'école des femmes. Alors, on y va. Qui commence à nous expliquer donc son niveau de fatigue? moi je veux bien. Vas-y. Du coup, en moyenne, je suis plutôt à 6. Hors partiel et hors examen. Là, les partiels, je suis plutôt à 8. C'est-à-dire que je suis à 4 heures de sommeil par nuit, quoi. Ouais, c'est pas beaucoup. Mais ça va. Après, on rattrape. Ok. Voilà. Moi, c'est à peu près comme Amandine. Généralement, je suis sur 6 sur 10, mais là, en ce moment, je dors des 3 heures, 4 heures par nuit, donc ça monte un peu à 8, 8 et demi, je dirais. Là, vous dormez peu, très peu. Ok. À cause des partiels? Oui, c'est Oui. uniquement les partiels. Ok. Mais après, quand c'est fini, ça reprend normalement. Oui. Vous Même s'il y dormez a tout en le reste. moyenne combien de temps? En dehors des partiels, vous dormez combien de temps? 8 heures. 8 heures. Ok, ça c'est très bien. Parce que si on est écouté par les médecins et qu'on raconte qu'en DCG on dort 3 heures tout le temps, alors là, on va avoir un boycott total de la formation. Ok, donc là c'est exceptionnel Oui. parce que c'est période d'examen, enfin de partiel. Et toi, ton niveau de fatigue, Enzo? Moi, j'ai mis 7 sur 10 en moyenne parce que effectivement, il y a des périodes hautes, des périodes un peu moins hautes de fatigue. Mais en général, c'est quand même assez élevé. Enfin, moi, je vois par rapport à l'initiale, parce qu'en première année et deuxième année, donc je faisais l'initiale, j'avais plus le temps de me reposer le soir. Alors que là, le fait que je bosse le matin, après il y a le cabinet ou les cours, plus je bosse un petit peu le soir, bah ça fait que c'est très intense. Mais j'essaye toujours de garder au moins 8 heures de sommeil par nuit, parce que après moi, sinon j'arrive pas à suivre, quoi. Et ça me fait un mal de crâne comme c'est pas possible. Donc il me faut mes 8 heures de sommeil à chaque fois. Alors, on bascule, heure de sommeil. Isaac. Alors moi, pour ma part, j'ai mis 6 sur 10 et 8 sur 10, j'en ai mis 2. Parce que en début d'année, de septembre à novembre à peu près, je suis plus sur 6 sur 10 en termes de fatigue. Parce que voilà, c'est la reprise. Nous, les élèves en alternance, en août, on peut vraiment se poser parce qu'en cabinet, voilà, les cabinets sont fermés en général. Donc août, on a vraiment le temps de reprendre de l'énergie, des forces. Après les partiels d'octobre, là, la fatigue elle commence déjà à arriver. Et décembre, on descend, on monte du coup vraiment à 8 sur 10. Et janvier, c'est dur. Alors moi, c'est un peu particulier par rapport à mes camarades, les heures de sommeil et tout. Moi, je vais à la salle le soir et je rentre assez tard. Donc à peu près 23h30, 30 Ouais. minutes pour manger, prendre la douche, donc minuit 30. Et ça, c'est 3 fois par semaine. Donc c'est des nuits plutôt courtes, 7 heures de sommeil. Et en partiel, bah, je descends à peu près comme eux, un peu moins. Et voilà, c'est vraiment ça le rythme. Je profite du week-end pour dormir quand même Oui, pour le récupérer. samedi matin, oui, beaucoup. Voilà. Ok. Et toi, Élodie? Alors moi j'ai mis une note de 7 sur 10 pour la fatigue parce que j'ai énormément besoin de dormir. Donc il faut que j'organise révision, sortie et puis la fatigue à gérer pour être concentrée sur le travail, sur l'examen. Il faut que je dorme un minimum. C'est quoi ton minimum? 8 heures de sommeil 8 heures de sommeil. Ok. pour être en forme le lendemain. Ok, c'est noté. Est-ce qu'il vous est arrivé de faire des nuits blanches pour être prêt pour un examen? Nuit blanche ou pas nuit blanche? Tadam. On tourne. Ah. Ah ouais. Il y a qu'Isaac. Il y a qui fait des nuits blanches. Ok, raconte-nous Isaac.
Alors moi, c'est pendant la période d'examen, donc les examens de fin d'année, donc vraiment les vrais examens. On a une semaine de révision juste avant. Et cette semaine de révision, dès la première année, j'ai commencé en fait à faire des nuits blanches parce que je trouve que je suis plus efficace pour apprendre pendant la nuit. Si mon cerveau arrive à dépasser le moment de fatigue entre 23h et minuit, après là, je suis une pile électrique. Et donc c'est vraiment c'est ce moment-là jusqu'à 6h où je révise surtout les matières de droit. Je prends mon livre, je prends mes surligneurs, je prends des cas pratiques et pendant toute la nuit, je bosse sur le cours. Alors voilà, c'est vraiment plus les matières de droit. Et c'est les matières que j'ai le mieux réussi dans mes 3 années de DCG, donc je compte faire la même chose cette année. Excellent. Ok, très clair. Ok. On passe à la partie 3 qui est consacrée aux difficultés et à vos réussites. Quelle est l'UE la plus difficile selon vous? On peut en mettre 2. Je pense que c'est pas compliqué. Hein. On peut en mettre qu'une. Ah, on peut faire Une seule. Comme vous voulez, une ou deux. Ok. Prêt? Allez, c'est parti. J'ai triché un Les peu. matières de droit. Ah, triché. Il y en a 4. C'est énorme. Compta pro, droit des sociétés, compta pro, compta ou compta? Compta CDG, ça veut dire compta pro et contrôle de gestion. Ok. Donc, du coup, on est parti pour que vous nous expliquiez chacun pour quelle est cette différence. Donc là, on va commencer avec toi, Enzo. Toutes les yeux de droit, il y en a 4. Non, mais j'ai triché un peu. Parce que ce qui est compliqué, c'est de tout retenir. C'est-à-dire que le point commun, c'est que forcément c'est du droit. Donc ce sont des règles à apprendre et c'est du par cœur, quoi. Donc c'est assez dur. Mais une fois qu'on a ingurgité, on va dire, toutes ces règles de droit, ça coule de source et c'est assez facile parce que c'est de l'application. Mais le côté apprentissage où justement faut tout apprendre, ça, c'est un niveau de difficulté qui est quand même assez élevé, je trouve. Ok. Chavely. J'ai mis compte approfondi parce que c'est dense, il y a beaucoup de particularités et il faut être régulière, travailler beaucoup, donc c'est très compliqué. J'ai trouvé que c'était très compliqué. Ok. Comment tu bosses la compta approfondie? Quels conseils, voilà. Des DCG nous écoutent ou des candidats au DCG nous écoutent. Ils doivent passer compta pro. Quels sont tes conseils? Travailler régulièrement. Comment on travaille? Est-ce qu'on apprend un cours? Est-ce qu'on fait des exos? Qu'est-ce que tu dis, toi? Lire le cours, je pense que ça suffit, mais il faut vraiment faire des exercices pour bien réussir. À toi. Droit des sociétés, par la densité, tout simplement. Et comme disait Enzo, faut du par cœur ou du par cœur, quoi. C'est tout. Droit des sociétés, c'est du par cœur, donc compliqué. Ce qui veut dire que sur les autres droits fondamentaux du droit, droit social, droit fiscal, t'as pas eu cette impression d'avoir besoin d'autant apprendre par cœur? Non, droit social, un peu. Fondamentaux, c'était le début, donc voilà, un peu de stress, on découvre le droit, etc. Mais droit des sociétés, c'était particulièrement compliqué, oui. Ouais. Quels sont tes conseils pour vraiment maîtriser le droit des sociétés UE2 au DCG? Beaucoup de cas pratiques. Ce que je faisais, c'est que, avec Enzo d'ailleurs, on relevait les questions des examens. On les notait dans un Word et on reformulait la question de droit et la majeure. Ok. Très bien. Et à la fin de l'année, on révisait le cours aussi, mais surtout les questions qu'on avait mis dans le Word. Et on a bien réussi, hein, Oui. l'année dernière, on a eu des Ça très va. bonnes notes. Ok. Donc là, vous avez checké toutes les questions qui étaient tombées à l'examen depuis 2020? Non, même parce que avec notre prof qu'on avait,
elle nous disait, je sais pas, par exemple, elle nous donnait une question de droit comme ça, on l'a notée, on faisait l'application derrière, et Ouais. en plus des sujets, des annales Mm. qu'on faisait, on mixait un peu de tout, quoi. Ok, donc toute question qui avait pu C'est être ça. abordée. En cours ou au niveau des annales. Ok, et donc vous faisiez donc le problème de droit et la majeure. Oui. Et donc la majeure, on rappelle ce que c'est que la majeure. Donc la règle du droit, Oui, finalement. la règle de droit. Ok, ça marche. Mm. À toi, Elodie. J'ai mis comptabilité approfondie. Je rejoins Chavely sur la technique de cette matière. Et il faut surtout euh, comprendre comment faire et ne pas apprendre par cœur les écritures. Parce que sinon, c'est pas possible, il y en a tellement. Donc, comprendre, et c'est pas évident. Ok, donc là sur compta pro, ce que tu dis et ce que vous dites donc toutes les deux, c'est qu'il y en a tellement que c'est pas la peine de chercher à apprendre par cœur l'intégralité. Il faut comprendre le sens, en fait, et donc il faut comprendre le sens qu'il y a derrière quoi? Derrière les intitulés, derrière les questions, derrière les écritures. Qu'est-ce qu'il faut comprendre en fait? Le sens de la question, de savoir pourquoi est-ce qu'on fait ça, et les comptes, pourquoi on utilise les comptes en question, etc. En compta approfondi, il faut beaucoup décortiquer. Ok. Ouais. Décortiquer, tu veux dire le sujet? Le sujet et les thématiques, en fait. Enfin, savoir sur quoi ça peut tomber, parce qu'on peut très bien parler d'IMO et à côté basculer sur autre chose, quoi. Donc, faut... Voilà. Et Ok. puis moi, je trouve que l'alternance pour cette matière-là, ça aide énormément. Parce que je me suis dit, moi, si j'avais passé cette matière-là, par exemple, avec un an d'alternance, j'aurais trouvé ça beaucoup plus facile, disons, parce que tout ce qu'on peut faire en cabinet avec les écritures qu'on peut passer, par exemple, d'opérations diverses, etc., quand on est en initial, ça nous parle pas, alors que quand on est en alternance, bah, c'est notre travail du quotidien, donc forcément, Donc avantage à l'alternance Oui, je sur pense. cette UE-là. je pense, oui, énormément. Très largement, oui. Enfin, Isaac va pouvoir en témoigner. Alors moi, je reprends la parole. Je vais, On sent qu'il est impatient. ouais, je vais nuancer ce que Enzo vient de dire parce que c'est vrai ce qu'il a dit. Cependant, compta appro, c'est vraiment une matière où on apprend les spécificités de la compta. Et pour des élèves en alternance comme moi et Chablis depuis la première année, on a appris des méthodes en cabinet aussi qui, des fois, diversent un peu et s'éloignent un peu de ce qu'on apprend en cours. Donc moi, j'ai eu beaucoup de mal en compta pro de faire la différence entre ce que j'avais appris en cabinet et ce qu'on me demandait de faire en théorie, parce que c'est pas du tout la même chose. Vas-y, continue. Il y a des techniques, des méthodes qui sont beaucoup trop théoriques en fait pour avoir le temps de les faire en cabinet. Donc c'est assez différent. Il faut savoir faire la part des choses et accepter d'apprendre des choses qui vont totalement être différentes en cabinet. Est-ce que tu peux illustrer ça, par exemple? On a par exemple tout ce qui est immobilisation avec l'amortissement fiscal. On a des méthodes en compta pro qui sont un peu très théoriques et en cabinet on n'a pas forcément le temps d'analyser à ce point-là l'immobilisation pour lui apporter ce traitement-là. Donc c'est vraiment à ce niveau-là. Il y a aussi un tas d'écritures en compta pro qui sont des écritures intermédiaires, je vais les appeler comme ça. C'est des écritures en fait qui permettent de passer d'une écriture à une autre, qu'on va pas avoir le temps de faire en cabinet, et donc il y a un compte par lequel on va pas passer, soit parce que ça correspond pas à ce qui a été fait les années précédentes, soit parce que tout simplement c'est un compte qui a pas d'intérêt pour le client, donc on va pas forcément le prendre en compte, tout en respectant quand même le principe d'image fidèle, mais c'est vraiment un compte où on va pas passer. Je prends l'exemple des remises par exemple. S'il n'y a pas d'intérêt pour le client de passer par une remise, ben on va pas utiliser le compte de remise ou de ristourne. Et ça, c'est des choses en compta pro qu'on a besoin de savoir faire pour l'examen, mais qu'on va pas retrouver du tout dans nos pratiques en cabinet. Ok, très clair, intéressant. Vous confirmez? Oui. Est-ce que c'est perturbant, ça, quand on est en alternance, d'être capable d'arriver à faire la différence entre, du coup, ce qu'on attend quand on est en cours, ce qu'on va retrouver à l'examen aussi, parce que j'imagine qu'à l'examen, on doit passer toutes les écritures et il faut passer par toutes les étapes. Et est-ce que du coup c'est difficile de passer de l'un à l'autre et de savoir en fait que les deux univers sont un petit peu séparés? Non, moi je trouve pas ça super difficile. Après, on peut avoir des moments de doute,
mais on va avoir un collaborateur ou l'expert comptable qui va nous aiguiller et on va comprendre tout de suite enfin moi, en tout cas je comprends assez vite la logique et ce qui fait que après ça coule de source donc Pour ma part, c'est un peu perturbant. Par exemple, je me souviens, première année, on m'avait demandé de faire une écriture pour sortir une IMO. Donc, en cours, on fait plein d'écritures. Et en cabinet, j'ai voulu faire les mêmes écritures. Et la comptable, elle m'a dit, non, on ne fait pas ça ici. On fait pas comme ça. Donc, toutes ces écritures, ça ne sert à rien. Donc, je me suis dit, peut-être qu'il me montre pas tout, ou c'est le prof qui nous a trop montré, je ne sais pas. Donc, c'est un peu perturbant, je dirais. Ok. Je suis d'accord avec Chavli sur ce point. C'est difficile de faire la différence entre la théorie et la pratique. Chaque cabinet a aussi ses méthodes, donc c'est pas simple. et En puis compta. puis je pense que enfin moi ce que je fais en tout cas quand justement j'ai ce doute là je pose vraiment la question au collaborateur. Je lui explique voilà ce qui se passe dans ma tête en disant bah par exemple en cours on a vu telle étape et pourquoi là on fait ça juste en une étape quoi. Et il va me donner la vraie raison par exemple parce qu'on n'a pas vraiment le temps en cabinet de passer toutes ces écritures là et puis après bah moi ça me suffit pour résoudre ce problème là dans ma tête disons. D'accord. Alors moi, du coup, je suis en train de me dire qu'en fait, il y a des trucs en compta qui servent à rien. Alors non, c'est pas qu'elles servent à rien. Je pense que c'est plus qu'elles sont considérées comme pas prioritaires en fait. Et donc on peut se permettre de pas les faire à l'instant en tout cas où on saisit l'écriture. Voilà, maintenant la théorie elle est un peu loin de la pratique. Il y a plein de choses qui sont pas inutiles mais qui sont pas primordiales pour les cabinets et surtout pour les clients, je pense. C'est vraiment ça. On simplifie la comptabilité pour le client pour que ça lui permette aussi d'avoir une lecture plus facile si jamais il demande un bilan, qu'il voit un compte qui comprend pas, qu'on puisse lui expliquer sans forcément rentrer dans des détails ultra théoriques au niveau comptable. Alors, je vais rebondir et je m'excuse auprès d'Élodie, du coup, d'avoir une discussion un petit peu focus alternance, là. Là, je vous entends dire que vous saisissez. Vous saisissez, donc vous passez les écritures. Et moi, j'avais l'impression qu'en fait, en cabinet, il y avait beaucoup de digital, beaucoup d'automatisation. Enfin, en tout cas, moi, enfin, c'est ce que je vois. J'ai l'impression de voir ça sur LinkedIn, automatisation et tout ça. Et je me dis, mais en fait, ils disent saisir, 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 saisir. Et bien, du coup, pourquoi vous saisissez autant? Il n'y a pas d'automatisation? Pourquoi est-ce que vous saisissez? Ça va non, il y a de l'automatisation. On a des OCR qui nous permettent de moins saisir. Par exemple, les écritures d'achat, on a des factures d'achat. Maintenant, aujourd'hui, on a juste à la prendre en photo. Ça nous trouve directement les comptes, les bons montants. On a juste à faire la vérification et ça fait directement l'écriture. Mais par exemple, quand on fait un bilan ou même une déclaration TVA, on a ce qu'on appelle des opérations diverses à passer. Et ça, c'est à saisir à la main, c'est pas du tout automatisé. Enfin, en tout cas, dans mon cabinet. Et c'est un peu la matière de compta approfondi. C'est pour ça qu'on parlait, à mon avis, de saisie. Ouais. Enfin, en tout cas pour ma part. Après, je sais pas vous. Moi, je rejoins Enzo à 100%. Voilà. Vraiment la même chose. Il y a encore de la saisie dans les cabinets, mais en ce moment, les cabinets se focusent plus sur le conseil puisque il y a la moitié du travail qui a déjà été fait, mais on ne laisse pas les machines faire tout de A à Z. Il faut vérifier parce que la machine parfois n'est pas très futée, donc fait des erreurs. Donc il faut bien regarder pour voir les erreurs. Voilà. Mais on ne fait pas que de la saisie. Enfin, la machine ne fait pas toute la saisie. Voilà. D'accord. Isaac? Alors pour ma part, je suis un peu d'accord avec les trois réponses qu'ils ont apportées. Ça va aussi beaucoup varier des documents que le client nous donne par rapport aux ECR. Si la facture elle est pas assez lisible pour le robot, en fait, et ben il va pas être capable d'identifier des choses que à l'œil humain, on va pouvoir identifier. Ça dépend aussi du volume. Parce que s'il y a beaucoup de volume, donc il y a plus de chances qu'il se trompe, ou justement si c'est des factures récurrentes, il y a plus de chances qu'il sache vraiment comment identifier.
je pense que l'automatisation, on en parle comme si c'était déjà là, mais c'est vraiment quelque chose qui est encore en processus, en cours. Et je pense qu'il y a un idéal et qu'on n'y est pas encore parce que il y a pas mal de choses que le comptable doit encore faire manuellement, notamment la saisie. Moi, pour ma part, j'en ai beaucoup fait. Ce qui n'est pas un problème parce qu'en tant que comptable, il faut d'abord savoir d'où ça vient pour comprendre à la suite comment s'explique l'automatisation et qu'est-ce qui est vraiment automatisé en fait. Ok, Et- très bien. Oui. Et puis je rejoins Isaac aussi. C'est-à-dire qu'au niveau de la machine, ce qu'elle n'arrive pas à faire, c'est d'écrire le bon libellé, parce qu'en compta, ce qui est très important, c'est le libellé. Par exemple, de mettre, je sais pas, une certaine période pour savoir justement après les écritures qu'il y a à faire en opérations diverses, etc. Et ça, la machine arrive pas encore à le faire. Et à mon avis, on est très loin d'arriver à ce but-là. Donc, il y a quand même un minimum de saisie à faire à ce niveau-là. Encore. Ok. Toi, Elodie, t'es pas en alternance. Mais par contre, tu as fait des stages. Oui. Tu as fait des stages en cabinet ou en entreprise? J'ai fait 2 stages en cabinet et j'ai choisi de rester dans le même cabinet pour justement approfondir ce que j'avais fait lors de la première année, pour mieux comprendre. Et c'était un bon choix. Ok. Est-ce que tu te reconnais aussi dans ce qu'ils peuvent dire, puisque tu as quand même fait, j'imagine, des travaux, même si ce sont que des stages, donc c'est pas eux, enfin, les 4 autres sur le plateau sont vraiment dedans toutes les semaines, depuis, pour certains, 3 ans, des autres, donc du coup, 1 an. Mais bon, donc toi, tu as fait 8 semaines, 2 fois 4, j'imagine, quelque chose comme ça. Est-ce que tu as le même ressenti qu'eux sur l'utilisation de l'outil, la perfectibilité des outils utilisés? Je dirais seulement depuis cette année. Avant, ça a été compliqué à se rendre compte réellement. On voit que nos cours, on ne sait pas ce qui se passe en cabinet concrètement. Et c'est très différent. Dans mon cabinet, je saisissais les relevés bancaires à la main et j'ai appris pendant un séminaire informatique que nous, en fait, dans la plupart des cabinets, plutôt dans les grands cabinets, il y a une intégration bancaire que je ne savais pas du tout. Donc, j'ai passé du temps à saisir les opérations alors que ça aurait pu être plus rapide. Ok, Donc, c'est en discutant avec eux que je l'ai appris. d'accord. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu surprenant que le cabinet continue à... Oui, c'est surprenant, oui. C'est sûr. Étonnant que d'avoir maintenu ce choix-là. C'est étonnant. Je sais même pas quoi dire. Mais aussi, pour certaines banques, on peut pas intégrer directement, il faut faire des démarches. Donc, je pense que entre-temps, on peut faire à la main. Par exemple, le CCF, il me semble, arrive à un moment donné, dans mon cabinet, on pouvait pas intégrer. Donc, mais on faisait tout à la main. Mais en ce moment, c'est automatisé. Voilà. Vous êtes content de l'automatisation? Ouais, Oui, c'est content ou génial. satisfait? On commence par content, satisfait, nuançons. Content, oui. Satisfait, je pense que Il y a encore du progrès. ouais, Il y a il y a encore du beaucoup de progrès. progrès encore à faire. Moi, j'ai fait mon rapport de stage de 3e année sur un logiciel qui est très prometteur, mais je pense que il y a la promesse et il y a ce que c'est réellement, et c'est intéressant justement parce qu'il y a une marge de progression qui a exploité. Donc, De quel logiciel tu parles? je parle de Penny Lane. Penny Ok. Lane, qui est un logiciel qu'on a adopté dans mon cabinet récemment et que je trouve hyper intéressant, mais pas forcément fini en fait. Je pense que c'est surtout prometteur. Voilà. Ok. Et vous, sur quoi vous travaillez? Quel logiciel vous travaillez? Alors moi, je travaille avec Sage, et à côté, donc, on a des OCR comme Dext pour les factures d'achat et de vente. Pour la banque, on utilise Transferbank, et effectivement, Transferbank, c'est super. Maintenant, on a juste à transférer le fichier, et puis ça arrive directement, toutes les écritures comptables sont faites, et on n'a plus qu'à faire les rapprochements bancaires, et c'est bien. Je travaille sur ACD. Et pour la banque, on les récupère chez Je déclare. Ok. Et toi? Comme Enzo sur Sage, et après on a un Grisby. Donc voilà. Mais c'est plutôt pas mal. C'est pas optimal comme dirait Isaac, mais c'est pas mal.
Ok. Oui. Est-ce que depuis, enfin, vous savez pas, vous êtes jeune, vous venez de commencer, est-ce que vous avez déjà, avec votre petite expérience, donc de 2, 1, 3 ans, est-ce que vous avez déjà vu du changement en milieu professionnel par rapport à cet environnement numérique de travail? Moi, oui. Avec les banques notamment. Maintenant, les frais bancaires, enfin, la TVA s'éclate. Du coup, c'est pas mal. Il y avait pas ça au début. Et vous? Vous, c'est toujours pareil, c'était assez stable? Vous avez eu des grands changements? Si moi j'ai eu des changements sur Dext, c'est-à-dire qu'avant on devait sur Dext on préparait enfin le fichier, toutes les factures, et après on devait faire une importation sur Excel, remettre les colonnes en ligne et importer ce fichier-là sur Sage. Maintenant ça se fait directement dès qu'on a terminé de traiter la facture, on met publié et puis ça va directement sur Sage, on n'a plus besoin de passer par Excel. Ok. Donc il y a quand Ça même fait cette progrès. avancée. Ah oui, Ça fait c'est ça. progrès. Et toi, Chavely? Au début, on était sur EIC, menu fédérateur. C'était pas très pratique pour, par exemple, comme Amandine elle a dit, pour la TVA sur les frais bancaires, ça s'éclatait pas, mais sur ACD, ça se fait automatiquement. Donc, ouais, il y a un petit changement, pas grand, mais c'est quand même considérable, on va dire. Et toi, Isaac, c'est forcément un grand changement, quand même. Alors moi, c'est un très gros changement. Ça a été fait cette année. Je pense que, à propos du changement, c'est vraiment ce que le cabinet décide de faire, que ça soit sur le logiciel, parce que en soi, les éditeurs, l'évolution elle est beaucoup plus lente. Et je pense que ça fait pas très longtemps que on est en cabinet ou en alternance, donc au final, je pense pas qu'il y ait une grosse évolution en 3 ans. Mais je pense que vraiment il y a des petits efforts. Nous, on est passé de Sage Expert à Penny Lane. On n'est pas totalement sur Penny Lane encore, donc pour l'instant, on gère les deux logiciels en même temps. Ça permet de voir toutes les différences, voir que Sage, c'est quand même un logiciel qui est très compta, très basique, mais qui permet au comptable de faire plein de choses que Penny Lane peut-être n'a pas pensé à faire, parce qu'il y a aussi cette vision un peu plus client. Donc voilà, l'aspect collaboratif, je dirais que c'est la plus grosse évolution et différence que je vois entre Sage et Penny Lane, c'est le fait que sur Penny Lane, en fait, on travaille avec le client, et ce qui n'est pas le cas sur Sage. C'est hyper intéressant, je trouve. On travaille avec le Exactement, client. ouais. Je trouve que c'est très, très fort. En vous écoutant, je me dis, je suis impressionnée parce que je vous connais quand même un petit peu. Je vous ai comme étudiant, donc et en vous écoutant, on parle jamais comme ça en cours, hein, on parle pas de ça. Et je vous découvre autrement et voilà, vous m'impressionnez par votre maturité professionnelle. Alors que vous avez, enfin voilà, vous êtes encore jeune et je trouve que déjà vous avez beaucoup intégré la culture pro et je suis assez admirative. Bravo, bravo. Merci, c'est gentil. Alors on est passé, on part sur nos ardoises, enfin sur vos ardoises. Ok. On est parti là-dessus. Après, quel est le lieu la plus difficile quand même, hein? Allez, combien d'UE pensez-vous valider cette année? Faut pas oublier la dernière. Parti, c'est bon? J'espère que vous avez mis le bon chiffre. Hein. J'ai pas mis bon chiffre. 4. Vous avez mis le bon chiffre. Non. Ah, mais non. Ok, on y va. On finira avec Amandine qui a mis 3 sur 4. Vous avez dit 4 sur 4. Élodie, tu commences. C'est l'objectif. Valider chaque matière présentée chaque année. Alors, quelles sont tes UE, donc matières, de cette année? Alors, je passe contrôle de gestion, droit social, management et lieu du rapport de stage. Ok, communication professionnelle. Ouais. Ok, objectif 4 sur 4. Ouais. Est-ce que tu as pu valider toutes tes UE, donc des 2 premières années? Valider, c'est-à-dire au-dessus de 10. Oui. J'en ai certaines qui sont en dessous. Et est-ce que globalement, tu es à plus de 10 de moyenne? Enfin, tu es au moins à 10 de Oui. moyenne. J'ai quelques points d'avance. Ok, ça marche. Donc, on rappelle qu'en DCG, on n'a pas besoin de valider toutes les UE, donc à 10 chacune au moins, mais il faut avoir 10 de moyenne et ne pas avoir de note éliminatoire. Exactement. Oui. Ok, très bien. Ensuite, allez, Enzo. Ouais, bah moi, comme Elodie, hein, je pense valider toutes les matières. Et puis, bon, après, l'objectif, c'est d'avoir le DCG à la fin de l'année, qui va clôturer ces 3 ans.
Donc forcément, on met le paquet sur la dernière année Ça pour marche. être sûr de tout Tu as valider. des points d'avance? Oui. Ok, cool. Chablis? Comme mes deux camarades, l'objectif c'est de valider les matières de cette année. Donc, En validant les matières de cette année, est-ce que tu valides le DCG? Oui. Super. Est-ce qu'aujourd'hui tu as des points d'avance? je n'ai pas de points de retard, j'ai des points d'avance, mais Un c'est petit peu? tout petit peu. Pas grave, ça fait des points d'avance quand même. Quand même. Points d'avance, bravo. Isaac? Alors moi, comme mes camarades, j'ai noté 4 parce que c'est l'objectif. Je pense que faut partir avec les idées claires et être sûr de nos capacités. Donc je pense avoir les capacités pour valider les 4. Maintenant, je suis un peu moins à l'aise que mes camarades. Moi, j'ai un déficit de 4 points. Donc j'ai 9 et quelques qui sont le DCG. Donc pour moi, cette année, c'est validé et voilà. Donc, objectif validé. Et avec ces 4 UE, tu te concentres sur 4 UE et tu penses avoir suffisamment de points pour rattraper tes 4 points. C'est ça. C'est ta stratégie. Okay. Sur les conseils de personnes à l'ONES, j'ai décidé de pas repasser une matière qui me tenait à cœur l'année dernière de refaire, compta pro, que j'ai pas validé au-dessus de 10. Et donc vraiment l'objectif c'est je repasse pas cette matière pour me concentrer sur les 4 matières de cette année. Et je mise beaucoup sur l'oral parce que c'est un exercice que j'aime beaucoup. Donc le rapport de stage et l'oral, je compte vraiment rattraper les points et valider les 3 autres à côté. Ok. En gros, en fait, il te faut 11 partout. C'est ça, exactement. Et ça le fait. Ça le fait, ouais. Qui me paraît totalement jouable. Je pense aussi. Et raisonnable comme objectif. Exactement. Donc, il est smart, c'est Ah. Oui, alors moi, c'est pas une question de confiance en soi ou quoi, c'est pas du doute, c'est plus le droit. C'est un peu une matière pas aléatoire, mais je sais pas, la correction parfois elle peut tomber et pas forcément être à la hauteur de mes attentes comme pour des sociétés notamment. Mais non, mais je pense que je vais valider, mais le droit, ça me fait peur. Ok, donc par prudence. Par prudence. Tu dis que, voilà, peut-être que le droit, tu valideras pas, mais ça t'empêchera pas de valider le DCG. Oui, non, j'ai des points d'avance. Ok. Oui. Je vous félicite en tout cas tous les 5 pour vos résultats. Tu as très peu de points de retard, c'est pas du tout dramatique d'avoir 4 points de retard en DCG. Ça se rattrape vraiment. Et bravo pour vos micro-points d'avance, vos gros points d'avance. Ça s'appelle des points d'avance et je trouve que c'est énorme. Vous avez des parcours différents, des choix différents. D'avoir fait une full alternance dès le DCG première année, je trouve ça extrêmement courageux. Et d'avoir des points d'avance sur un début de DCG 1 en alternance, DCG 2 en alternance et DCG 3 en alternance, mais super, franchement, super. Vraiment. Vraiment bravo. Donc, respect. Full respect. Très bien. On passe à partie 4, vie professionnelle et perspectives. Alors, là, on va combien de CV avez-vous envoyé pour trouver votre alternance ou votre stage pour l'année prochaine? Pour l'année prochaine. L'année prochaine. Ok. Bah, ça fait Pas mal quand même. Alors, J'ai mal fait. prêt? oui. C'est parti. 0015. Alors là, ok. On va commencer par les 2-0. Qui commence? Moi, je pense que c'est l'opposé d'Enzo. L'année prochaine, je fais une année sabbatique où je vais apprendre l'anglais. Voilà. Surprise. nous a pas dit. Il va apprendre l'anglais parce que pour moi, c'est important. Et puis voilà, du coup, bah, je n'ai rien envoyé. Ok, donc là, tu fais une année. Oui. Tu pars à l'étranger. Oui. Est-ce que tu pars comme ça ou est-ce que tu pars dans une formation, dans une université, une école, je sais pas? Une université. Ok. Pour préparer de l'anglais, c'est vraiment que de l'anglais. Je ne prépare pas autre chose à côté.
D'accord, Oui. ok, super, en tout cas, incroyable. Ça, c'était effet de surprise. Oui, une surprise. En live, en live. Carrément. À toi, Enzo, 0 CV envoyé aussi. Pourquoi? Moi, je continue le DSCG dans le même cabinet où je suis actuellement. Donc, pas besoin d'envoyer de CV. je suis pris. Donc là, tu es bien dans ton cabinet. Exactement. Raconte-nous un peu ce qui fait que tu es bien dans ton cabinet. Alors, moi, c'est que c'est un cabinet familial. Donc, les deux associés, c'est mon papa et mon parrain. Donc, il y a une très bonne ambiance et forcément. Et même avec les collaborateurs, je me sens bien. Donc, je me dis de continuer dans cette voie-là, c'est pas si mal. Puis, j'apprends beaucoup avec eux. Donc, Effectivement, pourquoi renoncer à un environnement de travail C'est dans ça. lequel on est bien? exactement. Ok. On passe, on monte un petit peu. Tu as écrit 3. Trois. 3. Alors, que 3? Oui. Raconte tous tes choix pour l'année prochaine. Alors, j'ai envoyé 3 CV de manière différente pour les 3. Le premier, je l'ai donné en main propre pour un cabinet qui intervenait dans notre école. Et ils m'ont recontacté, mais malheureusement, ils n'ont pas besoin de stagiaires pour la période que je demande, parce que j'envisage de faire le DSCG en initiale. Et donc, en formation initiale, on a un stage à faire de 16 semaines à partir du 1er septembre. Ok. Donc, voilà. Le deuxième, il a été prometteur. J'ai été recontactée. Je l'ai envoyé via une adresse mail d'un associé de ce cabinet. Et le troisième, je l'ai envoyé sur leur site internet. Des fois, ils ont un espace candidature spontanée. J'ai testé et ça a été négatif. Ok. Mais celui que je voulais, c'était le deuxième. J'ai été acceptée, je suis très contente. Ah, génial, super. Donc, toi, DSCG, donc en initial, donc un stage. DSCG en En alternance. Bon, Moi, anglais, rien. feedback. Et on passe aux 15 et 16 CV envoyés. Donc là, bien. Costaud. Donc, costaud. Qui commence? Je t'en prie. J'ai envoyé à peu près à 15 institutions, on va dire, parce que j'ai envoyé des CV à des banques, des entreprises, des cabinets. Mais je préférerais qu'on m'accepte plus en banque ou dans une entreprise, parce que je veux expérimenter en fait le cabinet et l'entreprise, enfin l'environnement dans l'entreprise. C'est pourquoi j'ai postulé un peu de partout et je verrai. D'accord. Donc là, tu as fait 3 ans en cabinet. Tu veux changer d'environnement de travail et tu veux découvrir l'alternance en entreprise. Et plutôt banque. Ok. Tu as reçu une réponse aujourd'hui? Positive, je veux dire. Non, Ok. Tu as reçu des réponses que négatives? pour l'instant, oui. Ok. Bon. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ça va bien Bah se oui, passer. Donc, est-ce que tu continues à envoyer? Oui, Ok. je vais continuer jusqu'à en trouver. On ne va pas abandonner. Ne pas abandonner, c'est important, c'est vraiment très important. Et effectivement, il faut que tu continues à envoyer donc des CV donc, dans tous les établissements dans lesquels tu aimerais pouvoir développer tes compétences, c'est clair. Ouais. Ok. Tu as essayé la caisse de dépôt et consignation? Non, Bonne idée. bonne idée. Caisse de dépôt et consignation. Et toi, c'était 16? 16. Oh là. Un de plus que Chablis. Moi, j'avais un projet très précis au début de mon DCG. J'ai voulu le faire en alternance dès le début pour justement découvrir tous les métiers qui sont liés à la compta. C'est pour ça que j'ai commencé en entreprise, en comptable assistant, pardon, collaborateur par la suite en cabinet. Et donc, mon objectif pour le DS, c'est vraiment d'aller plus vers de l'audit ou vers un gros cabinet. Donc c'est sur ça que j'ai ciblé, je dirais, mes efforts pendant mes recherches. J'ai envoyé 16 CV, donc audit et expertise comptable, plutôt dans des grosses structures, avec un peu plus de collaborateurs que là où je suis actuellement. Et ça bloque surtout au niveau de mon dossier, je dirais, parce qu'à chaque fois,
au moment où on doit transmettre peut-être les bulletins ou les relevés de notes, ça finit par bloquer par rapport à un autre étudiant, je pense, qui a sans doute des meilleures notes et une meilleure visibilité pour l'entreprise. Ce qui est logique en soi, parce que c'est une prise de risque pour l'entreprise de me promettre un contrat sans être sûr que j'aurai mon DCG. Donc c'est difficile, mais je pense que je lâche pas et je continue à candidater massivement. Voilà. Tu as raison. Mais ça me fait penser au fait que, et je pense qu'il faut qu'on le rappelle, que les bulletins, c'est important. Les bulletins, c'est très important. Mm. C'est très important, les bulletins, parce que c'est l'image, je dirais, de notre régularité sur toute l'année. Et ça parle beaucoup plus aux entreprises qu'un relevé de notes. Donc, ouais, les bulletins, c'est important. Et donc, les entreprises demandent les bulletins des étudiants qu'elles veulent recruter en alternance. Ouais. Alors moi, ça n'a pas été le cas durant mon DCG, mais pour passer en DS, oui, ils demandent. Parce que Ok. c'est le bulletin, c'est la note, quoi. Donc, ils demandent, bon, ça ne change pas, demander. Euh, T'as reçu que des noms directs ou est-ce que tu as déjà eu des entretiens? j'ai eu des entretiens, mais on m'a pas du tout demandé mes bulletins. On m'a plutôt demandé de dire ce que j'ai fait en cabinet. Donc, lorsqu'il y a un candidat qui a vu plus de choses que moi, bah, du coup, Ils le préviennent. oui. Ok. Et toi, sur ton entretien, rien du tout. Ils m'ont pas demandé du tout de bulletin. Donc, ça arrive. C'est moi le problème. Non, tu n'es pas le seul. J'ai d'autres étudiants à qui, effectivement, on a demandé les bulletins. Et donc, ce qui fait que je dis toujours aux étudiants, attention à vos bulletins. Un bulletin, ça se travaille dès la première année. Faites attention si vous tombez sur un employeur qui réclame votre bulletin. On va voir donc ce qu'ont pensé les autres. S'il y a des appréciations négatives ou des commentaires négatifs, eh bien, ça risque d'orienter ou de faire pencher la balance d'un côté et pas du bon. Ouais, c'est vraiment le point décisif parce que moi j'ai eu des entretiens, j'en ai fait même plusieurs avec des fois la même structure où tout se passait très bien, que ce soit sur l'expérience et les connaissances que j'ai acquis en cabinet, mais au final au niveau des bulletins, bah c'est vraiment ça a vraiment été décisif où l'entreprise elle peut pas peut-être se permettre de prendre un risque de vous prendre vous et pas un autre alors qu'il y a peut-être un peu plus de certitude sur un autre. Voilà. Ok, en tout cas, ça me paraît extrêmement important à rappeler. Ok, on change de question. Est-ce qu'il vous est arrivé de penser que vous ne continueriez pas après le DCG? Ouais. Est-ce que parfois vous vous êtes dit, non, j'en peux plus? Allez. Ah, 3 non, 2 oui. Allez, focus sur les oui, j'ai pensé arrêter. Je t'en prie, allons-y. Moi, c'était plus sur la pression au Ok. niveau des partiels examens, notamment la première année. Je me rappelle que j'ai beaucoup eu de mal avec le travail et enfin ça n'a rien à voir avec le bac, etc. Rien à voir. Donc ouais, compliqué. Ok, la charge de travail du DCG. Donc là, tu alertes sur attention, DCG, il y a du boulot. Il faut avoir un gros mental, je pense, pour oser y aller et continuer là-dedans. Ok. Mm. Et toi, Isaac? Alors moi, je suis dès le début, c'était l'objectif, expertise comptable. Je suis passionné par la profession et juste par rapport à ce qu'elle disait Amandine, il y a des moments où on a un peu de baisse et on se dit, dans mon cas, est-ce que je veux être proche de la profession en tant qu'expert comptable ou différemment? Donc j'ai mis oui parce que c'est plutôt une question de projet en fait. Est-ce qu'on veut poursuivre ou est-ce qu'on veut s'arrêter au DCG pour faire autre chose tout en restant proche du milieu? Au moment où je vous parle, c'est plus non parce que voilà, l'objectif c'est l'expertise comptable, c'est le DEC et je suis assez ferme, mais je sais que des fois j'ai des moments où ça baisse et je me dis bah après le DCG on fait autre chose tout en restant proche de ce monde-là. Voilà. Ok, ok, très clair. Donc, tous en DSCG, sauf en anglais, sauf l'anglais. Mais est-ce que tu penses que ce n'est qu'une pause
Ou est-ce que dans ta tête, t'es déjà prête, tu vas continuer, tu te dis c'est une pause, peut-être plus longue que ça. Honnêtement, je ne pense pas revenir dans la filière ensuite. Voilà, je veux m'orienter vers autre chose de plus général. Et je trouve la filière très bien. C'est juste que pour moi, je ne me vois pas à l'heure actuelle évoluer dans ce milieu-là complètement. Oui. Je pense qu'il y a une certaine limite pour mon cas en tout cas. Ok. Oui. Et vous quatre, comment vous projetez dans la filière? On va poser une question. DEC ou pas DEC? Deck. Deck à fond. Deck. On écrit sur ces Allez, je vais le voir écrire, voilà, affiché. DEC ou pas DEC? Objectif deck. Ok, DEC. Non, oui. Donc, ok, donc en fait, vous êtes hyper motivé pour aller jusqu'au DEC. Exactement. Ok, c'est votre... Mais est-ce que ça a toujours été dans votre tête clair que vous iriez jusqu'au DEC? Alors, moi, oui. À la fin de l'année terminale, j'ai beaucoup hésité entre faire de la médecine ou aller dans une filière comme ça. Donc, vu que j'ai abandonné la médecine, je me suis dit que vaut mieux aller jusqu'au bout et faire les 8 ans. Ça revient à peu près pareil à faire 10 ans de médecine. Donc, c'est mieux d'aller jusqu'au bout. Madame Marzancal va pas être d'accord. Parce que moi, j'ai écouté les podcasts et le DEC, c'est pas un doctorat. Oui, mais c'est... Attends, je parle pas de doctorat, mais je parle du nombre d'années qu'on doit faire. Donc, en médecine, tu peux faire 10 ans et le DEC 8 ans. Donc, ouais. Ok. Et donc, depuis le début, le DEC? Moi, c'est exactement la même version que Shaolin. Le Bizarre. médecine? C'est ouais, en terminale, je savais pas si j'allais m'orienter vers la médecine ou vers l'expertise comptable. C'était deux mondes qui me tentaient bien. Et au final, j'ai choisi l'expertise comptable. Parce que en médecine, je voulais faire une spécialité bien précise. Et je me suis dit, si jamais j'arrive en 6e année, parce qu'en 6e année, c'est là où on choisit notre spécialité, en fonction du classement qu'on a. Et je me suis dit, si j'ai pas ce que je vais être déçu. Donc, je me suis dit, au moins, vers l'expertise, ça me tente tout autant. Donc, je serai pas déçu à la fin si je me donne les moyens. Donc, je fonce là-dedans et maintenant. Ok. Et toi, Elodie? L'année de mon bac, je savais pas ce que je voulais faire. Et un jour, quelqu'un m'a parlé du DCG. Qui t'a parlé du DCG? Qui peut bien parler du DCG? C'était un oncle. Voilà. Et je me suis renseignée. Et puis, je me suis dit, bah, pourquoi pas, les matières ont l'air très intéressantes. C'est un parcours qui demande de la rigueur. Et je me suis dirigée. Et révélation, j'aime énormément les matières dans le DCG. Donc, objectif DEC. Voilà, c'est autant aller jusqu'au bout. Ok, super. Franchement, c'est top. C'est top. Génial. Toi aussi, DEC, Yes. du coup, hein, malgré les petits moments de... Ouais, malgré les petits moments, DEC, objectif. Voilà. Ok, super. Alors, est-ce qu'on peut parler argent? Bah, ça va être simple. Combien on gagne quand on est alternant en DCG? Mais tout. Et du coup, voilà. On écrit. Ça évolue, là. Ouais, c'est- Ah, Ouais, on va mettre une fourchette. Voilà, une fourchette. À peu près, hein. Ouais. Allez. Combien on gagne en DCG? Je suis en curieuse de alternant? savoir aussi. On met Ouais. Allez. Environ 1100, 1000. Ah oui, c'est très différent. Ouais. Enfin, c'est assez différent. Donc, ok. Comment ça se fait? Alors, comment est-ce qu'on explique 1000, 1300? Comment est-ce qu'on passe de 1000 à 1300? Enfin, c'est quoi l'explication? Alors, je commence. Oui. Alors, la rémunération en apprentissage, elle évolue selon le nombre d'années d'apprentissage. Ensuite, selon les entreprises ou les cabinets, on peut négocier pour avoir la rémunération de 3e année. Il me semble qu'elle commence à 800 €. Donc, et la rémunération de 3e année, c'est 1300. C'est un pourcentage du SMIC. Donc, moi, j'ai eu la chance dans ma première entreprise d'être directement au pourcentage de la première année. C'est pour ça que j'ai commencé aux alentours de 1100.
Après, voilà, il y a tout ce qui est déduction et tout. Mais c'était 1100 à peu près en brut. Et en troisième année, donc actuellement, je suis à 78% du SMIC, donc aux alentours de 1300. Ok, très bien. Puis ça varie aussi en fonction de l'âge. C'est-à-dire qu'on a une première tranche de 18-20 ans, je Ouais, crois. c'est ça. Et après, dès qu'on passe le cap des 21, on a notre rémunération qui augmente. Ok. Est-ce que, du coup, vous êtes au niveau légal, point, ou est-ce que vous recevez en plus, peut-être, parfois, une prime ou un morceau de prime, j'en sais rien, un intéressement? Euh, Moi, en première année, j'ai eu la chance d'avoir de la participation. Donc la participation, voilà, c'est participer au résultat de l'entreprise. Donc comme j'étais en entreprise et que le nombre de salariés forcément était élevé, il y avait la participation et donc les apprentis ont le droit de toucher la participation aussi. Mais en cabinet, j'ai pas eu d'augmentation ou de prime. Par rapport à la rémunération, je voulais préciser aussi que c'est des minima. Donc en vrai, selon les cabinets ou entreprises, on peut avoir au-dessus. Ça dépend vraiment de ce que le cabinet souhaite faire à ce niveau, au niveau de la rémunération de leurs apprentis. Ok. Et vous? Oui, on peut avoir d'autres avantages. Moi, je pense, par exemple, j'ai des tickets resto. Ok, Donc, c'est pas négligeable. C'est toujours, enfin, bien sûr. bon à prendre, quoi. Ah ouais. Et puis, on peut avoir aussi des petites primes de fin d'année ou en fonction du nombre de bilans qu'on a fait. Je sais que moi, j'ai un copain qui est aussi en alternance et il a une prime en fonction du nombre de bilans qu'il a fait, quoi. Ok. Moi, dès ma première année, j'ai eu le droit à la PPV, donc prime de partage de valeur. Et depuis, enfin, tous les ans, j'ai cette prime-là. Ouais, donc toi, tous les ans, tu as la PPV. Ok. Et toi, Amandine? Moi, je suis au niveau légal. Pas de prime, Non, pas de ticket resto? j'ai pas décidé de les prendre. Ok. Ouais. Ok, tu as fait le choix de ne pas prendre les tickets resto. Oui. D'accord, très bien. Regret ou pas regret de pas avoir 1000 euros par mois à peu près? Bah, un petit peu à ce niveau-là, mais bon, c'est pas le plus important. C'est pas le plus important. Qu'est-ce qui pour toi est le plus important et du coup, qu'est-ce qui motive tout particulièrement ton choix pour l'alternance? Réussir le diplôme en 3 ans. Ah, du coup, j'ai dit n'importe quoi, c'est pas ton choix pour l'alternance, ton choix Pour pour le l'initial. Qu'est-ce que je raconte? Ouais. Ouais. La réussite du diplôme. Oui, Ne pas la mettre, principalement. ne pas Ouais. prendre de risques, ne pas mettre en danger. Ok. Très bien. Alors, autre question. Alors, sur une échelle de 1 à 10, à quel point vous sentez-vous prêt pour le DSCG? Très bonne question. Allez, tadam, 7, Ouais. 5. Non, c'est pas pour ça. Les trois alternants disent 7 sur 10 et toi, l'initial Elodie, 5 sur 10. Ok, il y a une différence de 2 points. Alors, pourquoi? On va commencer par toi, Elodie. Pourquoi que 5 sur 10? Un peu de stress quand même. On entend dire que le DSCG, c'est un autre niveau plus difficile. Donc, j'ai bien assimilé toutes les matières de DCG, donc pour ça, j'ai pas peur. Mais oui, quand même, la charge de travail qui est Ok. supplémentaire. Donc là, tu appréhendes donc la différence de travail qui est attendue au niveau du DSCG. Ouais. Alors moi, tu vois, j'étais persuadée de ça aussi. Et en fait, en recevant des invités, plusieurs invités sur le plateau, eh bien, a priori, ce gap n'est pas aussi important que le gap quand on arrive en DCG. Ce que disent les personnes qui sont venues sur le plateau du feedback, c'est qu'en fait, il y a un gap beaucoup plus important quand tu bascules de BTS à DCG ou du bac à DCG que quand tu bascules de DCG à DSCG. Donc, je ne sais pas si ça va te rassurer, mais en tout cas, c'est le retour d'expérience de plusieurs personnes qui sont aujourd'hui en DSCG et qui disent que là, le différentiel était beaucoup moins important, beaucoup moins difficile à appréhender que lorsqu'ils sont arrivés en DCG. Ah oui, si, c'est rassurant. C'est Ouais. rassurant, c'est Ouais. pas mal. Mais alors que vraiment, c'était pas du tout ma perception. Comme quoi, les profs sont mal placés.
pour mesurer en fait le gap. C'est bon, ça va. Voilà. Ok, vous avez répondu les 3 alternants, 7 sur 10, votre niveau d'optimisme en fait par rapport au DSCG. Alors, communauté de pensée, qui commence pour expliquer pourquoi vous vous sentez prêt à ce point-là. 7 sur 10, ça paraît beaucoup, et enfin, pas au sens où c'est trop, hein, mais c'est bien. Vous êtes confiant. Comment vous expliquez cette confiance? Et justement, moi, je suis confiant. Je pense que les fondations sont faites. Puis, il n'y a plus qu'à monter le mur maintenant de la maison. Reconversion dans le BTP. Chablis. Je dirais pareil que Enzo. Et je suis déterminée, je veux en terminer avec le DSCG. Il faut, ouais, je suis motivée. Voilà. Comme mes 2 camarades, je pense que c'est une question de sacrifice. Et au bout de 3 ans, je me sens prêt à fournir les efforts et à faire les sacrifices nécessaires pour avoir le DS. Et puis ces 2 ans, on vient de passer 3 années assez difficiles, mais on est encore là, donc je pense que c'est faisable et il faut juste serrer les dents et y arriver. C'est cool. Je pense que maintenant qu'on connaît la difficulté, Ouais. ça nous fait plus peur, quoi. Ouais. Donc, ce qui explique en fait cette confiance. Et c'est la continuité. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Bon, je vous retrouve dans 2 ans sur le plateau. On en reparle. Et on en reparle. Peut-être avec 3-7, on a peut-être une chance là au casino aussi, moi je dis ça. Pas mal, pas mal. Nouvelle question. Qui révise au dernier moment? Qui révise au dernier moment? Est-ce qu'on révise au dernier moment? Oui, non. Non, non. Non, surtout pas, non. Oui. Est-ce qu'on révise? Moi, je le fais. Je sais pas qui Il faut le faire. Hein. Tu peux qu'il faut le faire. Ok. Ah, une nouvelle question. Après, on enchaîne dans une question oui, non. Qui fait des fiches? C'est pas oui, non, ça. Est-ce que vous faites des fiches? Tout le monde fait des fiches. Ok. Des fiches en quoi? Enzo, fiches en quoi tu fais? Bon, à peu près toutes les matières. Toutes les yeux. Chablis? Toutes les matières. Toutes les matières. Pareil. Ouais, aussi. Moi, c'est pas mon cas. J'arrive pas à faire des fiches dans tout ce qui est matière numérique, finance, tout ça, j'arrive pas trop. Par contre, en droit, je fais beaucoup de fiches et j'arrive à les apprendre surtout. Parce que dans les autres matières, je peux faire des fiches, mais elles m'aident pas plus à apprendre mon cours. Ok. C'est noté. Niveau de stress avant les examens sur une échelle de 1 à 10. Il est trop détendu. Et moi, je me dis que je me suis préparé toute l'année pour ça, donc il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas, quoi. C'est bien parce que c'est effectivement le message quand les étudiants me disent ah, je suis stressée, je ne vais pas y arriver. En fait, il faut rationaliser. On a travaillé toute l'année, on a eu des cours toute l'année, on s'est entraîné toute l'année, on a fait les devoirs régulièrement toute l'année. Donc oui, bien sûr que vous êtes presque prêt. On est à 1 mois, on est en mode révision. Et oui, ça va le faire, bien évidemment. Il a raison de mettre 5 sur 10. Mais je comprends qu'on mette beaucoup plus parce que je pense qu'il en met plus. DCG, je voudrais que vous donniez un mot, vous écriviez un mot pour convaincre les personnes qui pourraient écouter ce podcast de venir en DCG. Qu'est-ce qui doit donner envie de venir en DCG? Oh, dur. C'est dur. Ça efface, alors. Ça. Et bah, ça revient. C'est parti.
expérience, formateur complet, j'ai eu 2 fois complet, transversalité, ça se ressemble aussi beaucoup. Ok, génial. Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme dernière question? Le conseil. Le conseil, s'il y avait un conseil à donner à quelqu'un qui rentre en DCG, quel est le conseil? Qu'est-ce qu'on transmet à la génération qui vient? Parti. Allez, on retourne. Rigueur, révise à fond les matières de la première année, organisation, régularité, no stress, ça va aller. Regarde le programme. Ouais, important. Regardez le programme, je dirais, et regardez les rapports de jury. Excellent conseil que de dire la première année. Ramasse un maximum de points dès ta première année. Là, il faut avoir les notes en béton armé. Ça apportera tellement de confort pour la suite, effectivement. Rigueur, organisation fondamentale pour être OK sur les 3 années. Et qu'est-ce que tu avais mis? Non. Régularité. Régularité. Donc, ne pas jouer donc aux montagnes russes, effectivement. Assurer ce rythme, un petit rythme de croisière bien chaque année, toute l'année. Ouais, pour pouvoir rajouter du kiff. Kiff, excellent, excellent. On rajoute aussi une dose de kiff là-dessus et on est parti pour un DSCG. Merci beaucoup d'être venu sur le podcast du feedback. Merci pour votre partage, votre bonne humeur. Merci. Bravo. C'était cool. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a été utile. D'ailleurs, s'il vous a été utile, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez envie d'autres vidéos, n'hésitez pas aussi à les indiquer en commentaire. Et n'oubliez pas, suivez-moi sur TikTok, Instagram, LinkedIn. Abonnez-vous et commentez. À bientôt!